Et là, l'inviter, je peux pas encore l'inviter là. Il faut qu'elle soit connectée. C'est ça. Du coup, tu peux. Je l'ai. Ouais. Bonjour Brigitte. Bonjour Véronique. Ah, c'est formidable, on arrive à se connecter C'est parfaitement. magique. Oui, c'est magique. Voilà. Bon, eh ben, écoute, un grand merci d'accepter de faire ce live. Mais sans Et, problème. ouais, et ce soir, on parle de la contraception, puisque tu es une grande spécialiste, Mhm. fameuse gynécologue, présidente des fédérations Collège de du... gynécologie médicale. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche et tu Ouais. as énormément travaillé à la fois sur les traitements de la ménopause et à la fois sur la contraception, tous les moyens de contraception. Et du coup, ce soir, on avait besoin de tes éclairages pour parler de la contraception et de la première contraception en particulier, Ouais. puisqu'il circule plein de fakes sur Hmm. les contraceptions hormonales, sur les stérilés. On parlera un tout petit peu des contraceptions mécaniques et de la contraception masculine aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire d'entrée de jeu quels sont les avantages de la contraception hormonale, donc de la pilule, qui est une contraception qui est largement délaissée par les jeunes femmes et les jeunes filles actuellement? Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que quand on parle de première contraception, on parle souvent de première consultation. C'est Et vrai. ce que je voudrais surtout, c'est qu'on entende bien que quand on vient faire une demande de contraception, il n'y a pas nécessité d'examen Ouais, absolument. gynécologique. Et Ouais. que souvent, ces petites qui viennent nous voir, qui ont 15, 16, 17 ans, elles ont très peur de l'examen gynécologique. Et donc, elles sont crispées, elles ne s'expriment pas parce qu'elles se disent, il y a un moment, elle va vouloir me faire un examen. Donc, je crois que d'emblée, il faut lui dire qu'il n'y aura pas d'examen Ouais, gynécologique. D'emblée, il faut vraiment la rassurer sur la confidentialité. Ses ouais, parents ne absolument. peuvent pas savoir ce qu'elle dira dans la consultation. La maman ne peut pas nous appeler le lendemain pour savoir ce qui s'est dit. Donc vraiment, confidentialité, absence d'examen gynécologique pour qu'il y ait une vraie relation de confiance. Parce que Absolument. sans relation de confiance, tout ce qui se passera après, ce ne sera pas entendu et on aura beau prescrire tout ce que l'on veut, ça va pas être suivi. Donc on n'aura pas d'observance. Donc relation de confiance d'abord. Après, c'est vrai que de plus en plus, moi qui fais de la gynéco depuis longtemps, hein, j'avais des femmes qui venaient, qui me disaient, je viens pour la pilule. Aujourd'hui, elles me disent, je viens pour un stérilet. Mhm. Donc ça a complètement changé. Hein, je veux dire, en une génération, vraiment, les choses ont vraiment complètement été bousculées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, comme tu le disais, des fake news là sur la contraception hormonale. Et on a l'impression que la pilule, c'est obligatoirement mauvais. L'idée de prendre la pilule, ça n'est pas bon pour son corps, ça n'est pas bon pour soi. Alors que c'est exactement l'inverse. Il est Ah, important de retenir qu'il y a eu bien sûr une crise de la pilule et qui a été très franco-française. Hein. Je peux dire que dans les pays européens qui nous entourent, il n'y a pas eu toute cette crise et il n'y a pas eu cette baisse de prescription de la pilule œstroprogestative. C'est chez ouais. nous que ça a été particulièrement, moi je dirais grave, hein, ça a été grave en Oui, absolument. 2012-2013. Et il y a eu des écrits, il y a eu donc des revues, comme une revue féministe comme Cosette, et ça m'a beaucoup choquée, Ah oui. qui titrait Arrêter la pilule, un acte féministe. C'est quand même assez Mhm. choquant quand on Oui. sait que l'émancipation des femmes au XXe siècle, c'est quand même grâce à la contraception dans les années 60-70. Donc, il y a ce recul désormais avec l'idée que tout ce qui est hormonal est mauvais. Donc, je crois qu'il faut rappeler que la nature n'est pas obligatoirement bonne et la physiologie génitale féminine n'est pas obligatoirement bonne et qu'au contraire, la contraception hormonale, ça peut apporter des bénéfices. Donc, je pense qu'il faut, dans cette première consultation, lutter contre toutes ces idées reçues, tout ce qui a pu être écrit. Il y a même des bouquins qui sont sortis sur la pilule et ses méfaits. Et donc, prendre le temps d'écouter Ouais. les idées reçues, les laisser s'exprimer, parce que c'est pas toujours facile, mais quand on commence à avoir cette relation de confiance, elles nous disent ça donne le cancer, elles nous disent ça fait grossir, elles nous disent
je vais avoir des problèmes de nausée, je vais prendre du poids. Tout ça, il va falloir lutter contre tout cela et pour qu'elle puisse comprendre que tout ce qui a été dit, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets secondaires de certaines pilules, bien sûr, mais c'est à nous d'adapter cette pilule à cette femme-là qui est juste en face de nous. Que la pilule a aussi, moi j'explique également qu'il y a beaucoup d'avantages sur les douleurs de Alors, règles. bien sûr, donc, comme je disais, la physiologie féminine n'est pas obligatoirement bonne. D'ailleurs, cette physiologie, quand on ne désire pas mettre en route de grossesse, c'est plutôt risqué, puisque dans cette tranche d'âge, puisqu'on est dans la première contraception, les jeunes filles sont particulièrement fertiles. La fertilité, elle est majeure. Il faut leur expliquer déjà, parce qu'elles ont l'idée qu'il faut avoir plusieurs rapports sexuels pour être enceinte, elles ont l'idée qu'un éjaculat au niveau de la vulve, ça ne donnera pas de grossesse. Donc, il faut vraiment leur expliquer qu'elles sont très fertiles et que, bien sûr, en première intention, il faut utiliser une contraception locale pour éviter les infections sexuellement transmissibles, donc le préservatif, bien sûr, mais que le problème du préservatif, c'est qu'il n'est pas toujours bien utilisé, malheureusement, et que quand il est utilisé parfois, comme c'est les premières fois, on l'utilise mal, qu'il va craquer, qu'il va peut-être rester au niveau du vagin et qu'il y aura donc un risque de grossesse. Donc notre travail, ce sera d'expliciter qu'il faut une double protection. Il faut à la fois la protection locale avec le préservatif pour éviter les infections sexuellement transmissibles, mais que s'il y a un échec de ce préservatif, la contraception hormonale qu'on va y associer va permettre justement que cette grossesse n'arrive pas. Voilà, très bien. Et donc, insister sur les comme tu le disais très bien, sur les bénéfices, parce qu'à mon sens, aujourd'hui, une contraception hormonale n'est pas suivie au long cours, si elle est responsable, bien sûr, d'effets secondaires, hein, des petits spottings, des petites douleurs, des petites tensions mammaires, des maux de tête, des jambes lourdes, tout cela qu'il va falloir investiguer, mais surtout si elle n'apporte pas des effets bénéfiques. Alors, les effets bénéfiques dans la première contraception dans cette tranche d'âge, c'est souvent des effets bénéfiques au niveau de la peau. Ça, c'est incontestable. Et il faut l'expliquer et dire aussi que, bien sûr, ces bénéfices, on ne les aura pas au bout de 15 jours. Parce qu'il faudra quand même attendre 2, 3, 4 plaquettes pour voir vraiment une amélioration de la peau. Expliciter aussi que ça permettra d'éviter ces règles souvent douloureuses dans cette tranche d'âge, ces règles souvent abondantes, et qu'en plus, avec certaines contraceptions, non seulement on n'aura pas de règles, alors prendre le temps d'expliquer que les saignements sous contraception hormonale, ce ne sont pas des règles, puisqu'il n'y a plus de cycle, c'est bien des hémorragies de privation. Et que le fait justement de pouvoir poursuivre une contraception long cours sans interruption permettra de gérer ce calendrier de supposées règles. Donc on peut avoir une aménorrhée, une absence de règles, que ça n'est pas dangereux du tout, puisque c'est du fait de la prise du comprimé qui bloque le fonctionnement ovarien et du fait que l'on n'arrête pas l'imprégnation hormonale. Donc, quand on prend le temps, elles comprennent tout à fait cela, les filles, et elles ont souvent, elles s'approprient cette possibilité de gérer leur calendrier de règles. C'est ça, mais certaines pensent que ne pas avoir de règles, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Bien sûr que quand on n'a pas de règles et qu'on est en cycle physiologique, une aménorrhée sans traitement, ça demande une investigation pour comprendre ce qui se passe, donc oui. Mais dès que l'on est sous contraception hormonale, il n'y a plus de règles puisqu'il n'y a plus la cyclicité hormonale et les variations hormonales. Et en fait, les règles que l'on présente, les supposées règles, elle les appelle règles, qu'on présente entre chaque plaquette, c'est parce que justement, on arrête l'imprégnation hormonale pendant 7 jours, qu'il va y avoir une desquamation de la muqueuse utérine et que c'est cela qui donnera les saignements. Mais si on continue les plaquettes sans cette interruption de 7 jours ou de 4 jours en fonction des pilules, on n'aura pas de saignement et ça n'est pas grave. Voilà, et que ça n'est pas pathologique et que ça n'est pas normal. Voilà. C'est même un bénéfice, à mon sens. Moi aussi, mais bon, certaines femmes se sentent moins femmes si elles n'ont pas des saignements et en plus des saignements naturels. Mais on est d'accord sur les bienfaits de la pilule. Oui, moi je pense que la féminité, ce ne sont pas les menstruations.
Je pense que la féminité, c'est tout autre chose. Après, ces femmes qui ont besoin de repérer ces saignements, c'est peut-être aussi parce qu'elles ont besoin de savoir qu'elles fonctionnent, qu'elles ont une possibilité de grossesse. Et peut-être à ce moment-là, la contraception hormonale, c'est peut-être pas fait pour elles. Et ça explique justement que certaines femmes ont ces oublis de prise de comprimés au quotidien. Les oublis de comprimés, ça peut être plus ou moins inconscient, ça peut être parce qu'on ne veut pas bloquer vraiment son fonctionnement ovarien. Donc les oublis, c'est pas simplement parce qu'on est tête en l'air. Ça peut être aussi parce qu'il y a cette ambivalence. Oui, cette inquiétude et cette ambivalence, absolument. Donc c'est bien, moi je milite beaucoup pour que les jeunes femmes considèrent la pilule, en tout cas dans l'ensemble des moyens de contraception. Pour certaines, c'est mieux que le stérilet. Oui, et puis ça a quand même ces effets bénéfiques dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire diminuer l'abondance des règles, les dysménorrhées. La dysménorrhée, c'est les douleurs de règles. Alors, on sait que dans les premières années, souvent, il y a une dysménorrhée. On va dire que 80% des jeunes filles ont des règles douloureuses au moins le premier et le deuxième jour. Mais c'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps et diminuer. Si une dysménorrhée persiste, ça nécessite d'une prendre en charge. Donc, on peut prendre bien sûr des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ça peut ne pas suffire. Et souvent, la contraception hormonale permettra de faire disparaître ces douleurs. Bien sûr que si ces douleurs ne disparaissent pas sous contraception hormonale, il faut avoir à l'esprit que bien sûr, il faut rechercher éventuellement des signes d'endométriose. Mais souvent, la contraception hormonale va gérer ces dysménorrhées du début de l'activité génitale. Oui, c'est ça. Bon, et alors du coup, maintenant si on parle du stérilet en général et du stérilet pour les très jeunes femmes. Alors le stérilet pour les très jeunes femmes, c'est adapté pour ces jeunes femmes qui ont des cycles réguliers avec des règles qui ne sont pas trop abondantes et pas douloureuses. C'est sûr qu'on ne va pas ajouter un dispositif intra-utérin chez une fille qui a déjà des règles qui durent 6-7 jours et qui a des caillots et qui est pliée de douleur le premier jour. Ou alors, il faudra envisager un dispositif intra-utérin non au cuivre, mais qui contient un progestatif. On a aujourd'hui des stérilets qui contiennent des progestatifs qui ont l'intérêt de délivrer dans la cavité utérine un petit peu de progestatif. Ce progestatif agit localement au niveau de la muqueuse utérine et cette muqueuse utérine ne va donc pas s'épaissir autant que dans un cycle spontané et donc les saignements seront beaucoup moins importants. Donc c'est une bonne contraception pour une jeune fille qui a un cycle régulier avec des règles pas trop abondantes ou douloureuses. Mais donc on peut mettre un stérilet à une jeune fille de 16-17 ans. Bien sûr. Qu'elle supporte l'examen gynécologique. C'est le point limitant. C'est que le point limitant, je disais tout à l'heure, pour une contraception, il n'y a pas besoin de faire un examen gynécologique. Alors, je vais mettre un tout petit bémol. On ne fait pas d'examen gynécologique et on ne fait pas de recherche éventuellement échographique s'il n'y a pas de symptomatologie. Moi, je pars du fait que la consultation, c'est pour une demande de contraception et qu'il n'y a pas d'irrégularité menstruelle, il n'y a pas de pathologie quelconque à rechercher. Donc, pour cette jeune femme qui désire une contraception et qui désire un dispositif intra-utérin, il faudra faire un premier examen gynécologique. Pour moi, le premier examen gynécologique est quelque chose de particulièrement important dans la vie d'une femme. Je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent se souviennent de leur premier examen gynéco. Moi, je m'en souviens. Et donc, cet examen, il doit être fait avec beaucoup de temps et d'explication de ce que l'on va faire. Pourquoi on se met dans cette position? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On montre le spéculum, on le fait prendre en main éventuellement, on explicite quand on le pose, on demande si ça ne c'est pas douloureux. Enfin, vraiment, il faut que ça se fasse dans le... C'est normal qu'une jeune fille soit crispée, une jeune femme soit crispée pour son premier examen. Et il ne faut surtout pas que ce premier examen soit douloureux parce que ça va rester marqué à jamais. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Si cet examen gynécologique se fait sans aucun problème, on va en profiter pour faire une recherche de chlamydier parce que chez une nullipare, avant de mettre un dispositif intra-utérin, on fait une recherche de chlamydier. Je vous rappelle que chlamydier, c'est une infection bactérienne sexuellement transmissible qui ne donne pas obligatoirement de symptomatologie. Et quand on fait des recherches chez les jeunes femmes,
entre 15 et 25 ans, on a parfois 5 à 8% de positivité sans signe. Donc, avant de mettre un dispositif intra-utérin, on fait une PCR chlamydiée. C'est un petit prélèvement avec un coton-tige. Ça n'est nullement douloureux. Et ça nous permet de mettre un dispositif intra-utérin sans risque. Après, quand on met un dispositif intra-utérin, on rappelle quand même toujours que c'est sa modalité contraceptive, mais que pour autant, si on change de partenaire, il faut utiliser une contraception locale, savoir un préservatif. Ouais, avant d'avoir fait des dépistages de chacun des deux partenaires. Ouais. Voilà. Pour ne pas s'infecter. Oui, donc on a tendance à dire que mettre un dispositif intra-utérin chez une nullipare, c'est plutôt chez une jeune femme qui est déjà avec un partenaire régulier. C'est vrai que, ou alors, si ce n'est pas le cas, il faut que cette jeune femme se persuade de la nécessité d'utiliser un préservatif très régulièrement. Parce que le problème du dispositif intra-utérin, ce qu'on a pu dire, et que certains médecins pensent encore, que le dispositif intra-utérin est responsable d'infertilité ultérieure, ça n'est pas vrai. C'est le chlamydier qui est responsable éventuellement d'infertilité ultérieure. Donc, c'est cela qu'il faut éviter. Et c'est tout l'intérêt du préservatif et de la recherche de chlamydier avant la pose d'un dispositif intra-utérin. Ouais. Alors, on a beaucoup de jeunes femmes aussi qui sont réticentes à la pilule et au stérilet. Alors, bien évidemment, quand on prend le temps de leur expliquer dans nos consultations, elles partent systématiquement avec une prescription parce qu'elles ont bien compris l'intérêt de l'une ou l'autre contraception. Mais certaines ne démordent pas d'une contraception locale et par préservatif. Et c'est compliqué de leur expliquer que ça ne marche pas aussi bien et qu'il y a un taux d'échec important, en particulier chez les jeunes femmes, comme tu disais, très fertiles. Très jeunes et fertiles. Je crois que le préservatif, il faut expliquer parce que beaucoup de jeunes femmes pensent que le préservatif, ça marche très très bien. Je suis désolée, mais si le préservatif, ça marchait très très bien, il n'y aurait jamais eu de pilule. On a mis sur le marché la pilule parce que bien sûr, le préservatif, c'est quand même pas si efficace que cela. Et en fait, quand on regarde un petit peu les études, on voit que c'est un taux d'échec de 20%. 20%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, ce n'est pas grave pour un couple qui est dans l'optique « Oh ben, si jamais je suis enceinte, c'est pas bien grave. Oh, c'est un petit peu plus tôt que prévu, mais bon, on assumera. » Dans ce cadre-là, ben oui, pourquoi pas. Si par contre, on est vraiment dans une impossibilité d'assumer une grossesse, il faut savoir que le préservatif, c'est un risque. 20% d'échec, c'est quand même important. Et que malheureusement, ça peut conduire à une grossesse non désirée et donc à la nécessité, dans ce cadre-là, d'en passer par une interruption volontaire de grossesse. Donc, il faut aller jusqu'à en parler en consultation en disant « Bon, bah, écoutez, pourquoi pas ? Utilisez-le au mieux, mais sachez bien que ça peut ne pas fonctionner. Et est-ce que vous vous sentez prête ? Est-ce que vous avez déjà pensé à cela ? Il y a des femmes qui sont très claires avec cela et qui nous disent « Bon, écoutez, l'interruption, bien sûr, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie, entre guillemets, de pratiquer, mais je sais que ça ne me déstabilisera pas trop. Bon, ok. Mais pour celles qui disent « Ah, c'est absolument pas possible pour moi, pour plein de raisons, je crois qu'il faut être très ferme dans l'explication que le préservatif, les spermicides, les méthodes alternatives de température, de calcul de surveillance de glaire et autres, c'est 20% d'échec. Oui, c'est ça, c'est énorme. Et c'est précisément les jeunes filles qui n'ont pas du tout envie d'avoir de grossesse. Oui, ben oui, souvent, elles sont très jeunes, elles sont pas dans une relation stable. Et puis, elles sont en cours d'études, donc bien sûr que ce n'est pas une très bonne idée de mettre en route une grossesse dans ce cadre-là. Donc, il faut une contraception certaine, absolument. Efficace. Et du coup, donc, tout ce qui est, on revient aussi au préservatif féminin. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu moyenâgeux comme moyen de contraception. Enfin, pas moyenâgeux, mais en tout cas, il y a des choses plus modernes, plus confortables à la fois pour les rapports sexuels et pour l'esprit libre de tout risque de grossesse. Oui, mais c'est bien ça qui a permis l'émancipation des femmes avec l'arrivée de la pilule. C'est justement pouvoir avoir des rapports sexuels sans avoir à penser à mettre quelque chose, à utiliser quelque chose au moment du rapport. Donc c'est sûr que là, le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, il faut le mettre.
Donc après, certaines femmes peuvent utiliser le préservatif, hein, c'est pas du tout. Mais je pense pas que ce soit vraiment un élément qui puisse les épanouir sur le plan sexuel autant qu'une contraception qui bloque le fonctionnement ovarien et qui donne une certitude d'efficacité. Ou qui bloque la nidation comme le dispositif intra-utérin. Ouais. Le dispositif intra-utérin, je crois qu'il faut retenir surtout parce que bloquer la nidation, alors c'est vrai que le dispositif intra-utérin, son mode d'action, ça n'est pas que bloquer la nidation, c'est vrai que ça va altérer le milieu utérin, mais ça va surtout avoir un effet toxique. D'abord, ça va altérer le spermatozoïde, les capacités du spermatozoïde à féconder l'ovule, et puis ça va empêcher un peu le spermatozoïde de passer dans la glaire qui est impropre. Et en dernier lieu, comme tu le disais, l'endomètre n'est pas vraiment propre à l'inidation. Mais je crois que c'est pas vraiment cela. Le mode d'action du stérilet, c'est plus une action sur le spermatozoïde et sur sa faculté à féconder l'ovule. Oui, bien sûr. Et puis ceux qui ont de la progestérone, ce sont des dispositifs qui entraînent en plus une coagulation de la glaire, enfin une glaire qui est impropre au passage du spermatozoïde. Et un endomètre plus atrophique, donc plus efficace. Et alors, les questions qu'on a aussi, c'est sur la contraception masculine. Donc, les contraceptions masculines, non mais on en parle, mais on dit c'est très au point. Bon, moi j'ai relu un peu avant de il n'y a rien au point aujourd'hui. Il n'y a rien qui est mis sur le marché aujourd'hui. Alors, il y a certains médecins qui font des injections hormonales aux hommes, mais il y a quand même des effets délétères, et puis c'est des injections qu'on ne peut pas renouveler plus de 18 mois d'affilée. Bien sûr, et puis il faut vraiment vérifier qu'au niveau spermatique, il n'y ait pas un nombre de spermatozoïdes avec vitalité et fécondant. Donc je pense qu'aujourd'hui, la contraception masculine, la seule qui soit vraie, c'est la vasectomie. Et les préservatifs masculins, oui, et les préservatifs masculins utilisés systématiquement à chaque rapport sexuel avant même la pénétration et même avant la pénétration pour être sûr qu'il n'y ait pas quelques gouttes de liquide au niveau de la verge qui contiennent déjà des spermatozoïdes. Hein. Les spermatozoïdes, ce n'est pas seulement dans l'éjaculat, dans les sécrétions glandulaires. Avant même l'éjaculat, il y a des spermatozoïdes. Donc, c'est vraiment le préservatif avant toute pénétration. Bien sûr. Après, la contraception masculine, pour moi, à ce jour, la seule que je propose, c'est la vasectomie pour un homme qui a décidé que, bon, il ne voudrait pas mettre en route de grossesse et surtout avec une congélation des spermatozoïdes préalables. Parce que ça permet quand même, si jamais, dans les années qui suivent, il désire quand même pouvoir être père, d'avoir accès à des spermatozoïdes conservés au sécos. Et la reperméabilisation des canaux déférents après avoir fait une vasectomie, puisque la vasectomie, ça consiste à sectionner les canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes des testicules dans l'éjaculat. C'est un geste très simple qui est sous-cutané et qui est nullement dangereux. C'est tout à fait différent de ce que l'on peut faire quand on envisage une ligature tubaire chez la femme, qui nécessite au contraire une anesthésie générale, un geste chirurgical sous célioscopie. Pour l'homme, c'est vraiment sous la peau les canaux déférents. Donc, on peut très bien fermer ces canaux déférents de façon très simple. On peut le faire sous anesthésie même locale. Mais la reperméabilisation ne fonctionne pas toujours. Et puis, il y a parfois des auto-anticorps antispermatozoïdes qui vont empêcher l'efficacité de cette reperméabilisation. C'est pour ça qu'avant toute vasectomie, il faut proposer la conservation des spermatozoïdes. Ça, pour le cas où. Mais ça, de toute façon, on ne fait pas ça chez des hommes jeunes. Oh ben ça, c'est très variable. Chez les anglo-saxons, on fait ça chez des hommes jeunes. Chez nous, il y a pour ainsi dire il y a très peu d'hommes qui en passent par la vasectomie, mais les pays anglo-saxons, ils utilisent la vasectomie largement. Largement. Et en France, c'est légal à partir, enfin, c'est fait à partir de quel âge? En fait, la contraception définitive en France nécessite une information. Une information avec une réflexion d'au moins 4 mois.
Mais il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où l'information a été faite, le délai de réflexion a eu lieu et que le chirurgien, que ce soit un gynéco-obstétricien ou que ce soit l'urologue, accepte de le faire, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Mais après, non. c'est plus compliqué puisque s'il veut avoir des enfants, il faut récupérer le sperme congelé et faire une fécondation in vitro avec les ovules de sa femme. Donc ça veut dire… Alors le sperme congelé, pas obligatoirement. Quand tu as du sperme congelé, tu peux faire des inséminations avec sperme congelé. Hein, ce n'est pas obligatoirement une fécondation in vitro. Ça peut être une simple insémination. En tout cas, ce ne sera pas sous la couette et ce sera donc un tout petit peu plus compliqué. Ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà, mais il faut quand même prendre en compte ce mais tu sais, là on parle de quelque chose qui est quand même très peu demandé en France. Oui, certainement insuffisamment, peut-être insuffisamment proposé aussi. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment à nos patientes. Parce qu'il y a quand même des femmes qui ont des difficultés de contraception qui pourraient vraiment demander à leur partenaire de consulter pour qu'on leur explicite les choses. Donc moi, ça m'arrive franchement d'en parler, de donner le petit livret d'informations, mais j'ai peu de retours positifs. Oui, c'est ça. Et surtout qu'on ne les voit pas, ces hommes-là. Donc, non, mais quand ils sont prêts, ils consultent. Mais il n'y en a pas beaucoup qui répondent positivement. Et alors, pour parler aussi de la contraception d'urgence, donc ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Qui n'est pas une pilule du lendemain, puisqu'on peut la prendre au moins jusqu'à 5 jours. Donc, dans les pilules du lendemain, la contraception d'urgence, il y en a deux. Il y a celle au lévonorgestrel et l'autre à l'acétate du lipristal. Et donc, ces deux contraceptions peuvent être très efficaces quand elles sont prises très tôt, en sachant que pour le lévonorgestrel, c'est une contraception qu'il faut prendre si possible dans les 24-48 heures, que déjà dans les 72 heures, elle n'a pas beaucoup d'efficacité. Par contre, la contraception à l'ulipristal, elle peut être efficace dans les 5 jours qui suivent. Donc, il ne faut pas hésiter, même si on se dit « oh là là, ça fait 4 jours », il ne faut pas hésiter à la prendre parce qu'aucune des deux n'est dangereuse. Ce sont des contraceptions qui sont des contraceptions qui vont… Alors, pour l'ulipristal, va décaler l'ovulation. Donc, ce n'est pas dangereux du tout que de décaler l'ovulation. Bon, maintenant, quelquefois, quand on le prend, c'est déjà trop tard. Le phénomène ovulatoire est déjà parti et ça ne marchera pas. Donc, la contraception d'urgence, quand on la prend, il faut vraiment vérifier la survenue des règles ultérieures. Est-ce que ces règles surviennent? Alors, il peut y avoir des petits décalages, des retards d'un jour ou deux, mais il faut qu'elles soient des vraies règles. Si on a des petits saignements, un gros retard et qu'il n'y a pas de règles, il ne faut pas se dire j'ai pris une contraception d'urgence, donc il n'y a pas de risque de grossesse. Il y a un risque de grossesse, donc il faut toujours, si les règles qui suivent ne sont pas des règles normales, c'est faire un test de grossesse, bien sûr. Mais sinon, ça marche pas mal. Et dans la contraception d'urgence, il y a aussi le dispositif intra-utérin. C'est-à-dire que dans les 5 jours qui suivent un rapport supposé à risque, il est possible d'aller mettre un dispositif intra-utérin et c'est particulièrement efficace dans les 5 jours. Donc, un dispositif intra-utérin ne se met pas obligatoirement pendant les règles ou juste à la fin des règles. Il peut se mettre même dans les 5 jours qui suivent l'ovulation. Oui. Et alors, sur un plan pratique, donc les jeunes filles, les très jeunes femmes qui ont besoin d'un moyen de contraception, qui n'habitent pas nécessairement dans une grande ville où on peut imaginer que les lieux de consultation sont importants, où est-ce qu'elles peuvent s'adresser? Et éventuellement, pour y aller en plus, en cachette. Alors, elles peuvent s'adresser bien sûr dans les plannings familiaux, quand il y en a. Elles peuvent s'adresser aux médecins généralistes, bien sûr, et elles peuvent s'adresser aux sages-femmes. Les sages-femmes font la première consultation de contraception. Donc, a priori, on doit pouvoir trouver un problème. Parce que pour moi, la demande contraceptive, la demande de contraception, c'est toujours une urgence. Quand une jeune fille demande une contraception, il ne faut pas lui mettre un rendez-vous 3 mois plus tard. Il faut la prendre rapidement. C'est une urgence. Et un problème de contraception chez une jeune fille, ça doit être vu en consultation aussi en urgence. Ou alors, il doit y avoir une réponse par téléphone ou par mail. C'est vraiment important parce que ces petites-là sont très fertiles et que quand elles demandent une consultation, il ne faut pas tarder à leur offrir.
Et donc, il ne faut pas qu'elles hésitent à prendre rendez-vous. Elles peuvent prendre rendez-vous sans en parler à leur mère si elles ne le Bien souhaitent pas. sûr, bien sûr. Le rendez-vous restera bien sûr confidentiel. Bien sûr, et gratuit. Donc, consultation gratuite, examen biologique gratuit et la contraception gratuite pour toutes les mineures. Et je pense que vous avez dû entendre qu'Olivier Véran proposait qu'à partir de 2022, les contraceptions remboursées seraient gratuites pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Donc, je parle des contraceptions remboursées. Évidemment, pas toutes les contraceptions. Serait prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Tout à fait, à partir de 2022. Mais donc là, une jeune fille va voir son médecin traitant, mais elle n'a pas forcément de carte vitale. Donc comment ça se passe? Alors le médecin traitant, sur la feuille de soins, il cote avec une cotation particulière qui correspond à la consultation d'une mineure. La même chose pour la prescription, quand il fera une prescription d'examen biologique et la prescription de la contraception hormonale, il mettra contraception mineure et il n'y aura donc pas de passage par la carte vitale des parents. D'accord. Et le pharmacien lui délivrera la pilule et le pharmacien sera payé directement. Directement, comme le médecin sera payé directement sans que ça ne passe par la carte vitale des parents. Voilà, ça c'est très important de le dire. On peut voir par son médecin traitant. Donc, elle n'hésite pas. Ouais. Et le médecin traitant, il est tout aussi lié à la confidentialité vis-à-vis des parents. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est le médecin de la famille. Il est lié par la confidentialité de la même manière qu'une sage-femme en ville ou qu'un gynécologue. Voilà, donc, surtout, ne pas hésiter. À les appeler l'un ou l'autre quand on a besoin d'une contraception rapidement. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est bien de le préciser. Et en plus, les choses vont changer avec la nouvelle loi qu'a proposée le ministre de la Santé. Et donc, toutes ces nouvelles contraceptions, juste un petit mot sur les contraceptions de glaire, de zinc, qui reviennent. Les méthodes, moi je dis les méthodes ancestrales. Les méthodes ancestrales. Oui, ça revient. Mais il faut, alors je ne dis pas qu'on ne puisse pas les utiliser. On peut les utiliser. Moi, je pense que ça doit pouvoir rentrer dans le cadre d'une sexualité de couple qui peut envisager une éventuelle grossesse. Oui. Voilà, parce qu'il peut y avoir un échec. Il faut que ce soit clair. C'est pas une modalité contraceptive efficace à 100%. Voilà, donc si on veut avoir une contraception certaine pour avoir une sexualité épanouie et pas d'inquiétude et pas de grossesse, c'est la pilule. Ça peut être le dispositif intra-utérin, ça peut être l'implant, ça peut être le patch et l'anneau, tout en sachant que dans toutes ces modalités contraceptives, certaines ne sont pas remboursées. C'est ça. Donc ça, c'est problématique pour les jeunes, même pas on a suffisamment de pilules ou suffisamment d'autres moyens. Donc oui, dis-nous un petit mot de l'implant. L'implant sous-cutané. Tu sais, les jeunes, il y en a aussi beaucoup qui parlent de cela avec leurs parents. Il y en a qui peuvent absolument pas. Et il y en a d'autres qui n'ont aucun problème pour parler de cela, avec des parents qui sont prêts à prendre en charge une contraception non remboursée. Donc, ce n'est pas systématique qu'une petite de 16 ou 17 ans ne puisse pas avoir accès au patch ou à l'anneau si elle en a envie. C'est possible, mais ce n'est pas systématique. L'implant, c'est une contraception remboursée. C'est donc un petit bâtonnet qui a la taille d'une petite allumette que l'on va mettre sous la peau au niveau de l'avant-bras. Au niveau du bras, pardon, pas l'avant-bras, le bras. Et c'est quelque chose qui va bloquer le fonctionnement ovulatoire pendant 3 ans. Alors, comme je le disais tout à l'heure, comme ça bloque le fonctionnement ovulatoire, ça va avoir une répercussion sur ce qu'on appelle les règles qui sont des hémorragies de privation. Certaines filles sont très contentes parce qu'elles n'ont pas du tout de saignement. On va dire qu'il y a 70% des jeunes femmes qui sont ravies. Elles n'ont pas de saignement du tout, ou elles ont 2 jours tous les 3 mois, quelque chose de vraiment pas gênant. Mais il y a 30% des jeunes femmes qui sont pas du tout contentes parce que ça saignote un peu n'importe quand. Et ça, on peut comprendre que ces spottings irréguliers, parfois longs, ça puisse gêner et amener au retrait de l'implant. Et on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas prévoir quelle femme sera... Non, il n'y a pas de test possible. Parce qu'il y a une époque, on proposait, comme c'est le même produit qu'une pilule progestative seule,
Il y a une époque, on proposait, on disait, tiens, je vais vous donner la pilule progestative qui correspond au même progestatif, et puis vous allez prendre pendant 1 mois ou 2, et on va voir si vous avez des saignements ou pas. Mais ça ne marche pas, parce que déjà, la prise de la pilule, c'est tous les jours. Donc, si jamais cette jeune fille ne prend pas correctement bien à heure régulière, elle va avoir des saignements à cause de ça. Et puis, l'imprégnation hormonale d'une prise de comprimé sur 24 heures avec une reprise à 24 heures, c'est pas du tout la même imprégnation hormonale que la délivrance de l'implant. Donc, non, il faut accepter de faire le test. On le pose, on voit ce qui se passe. On doit accepter, quand on met un implant, que pendant les 3-4 premiers mois, ce ne soit pas parfait. Parce que souvent, il peut y avoir des spottings dans les premières semaines. Et au bout de 3-4 mois, ça s'arrange. Donc, ne pas enlever un implant au bout du premier mois, par exemple. C'est un peu bête. Donc, il faut vraiment se donner cette chance, parce que c'est quand même bien pratique. Et donc, attendre au moins 3-4 mois avant d'envisager de le retirer. Et le stérilet aussi, d'ailleurs, pendant 1 mois et demi, ça peut être douloureux, ça peut donner des saignements, et c'est pas une raison de l'enlever immédiatement. Les choses peuvent se passer. Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout chez les nullipares, les jeunes femmes qui n'ont pas encore eu de grossesse, quand on met un dispositif intra-utérin, on peut avoir un utérus un peu contractile. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite pesanteur, des petites contractions, les premières qui vont être un petit peu plus douloureuses et abondantes. Il faut toujours, mais quelle que soit la contraception, même la contraception hormonale, il faut toujours se donner 3-4 mois avant de dire ça n'est pas bon pour moi, je change. À moins d'un effet secondaire majeur. Évidemment. Oui, bien sûr. Mais sinon, pour ce qui est de la tolérance, il faut un temps d'adaptation. Oui, quel que soit le moyen de contraception, il faut se donner 3 ou 4 mois. Tout à fait. Absolument. Bon, ben voilà, on a bien fait le tour des différents moyens de contraception et des différents moyens de se faire prescrire une contraception quand on est une femme très jeune ou moins jeune. Ah, on a perdu la connexion. On a perdu la connexion, on a bien fait le point, mais là, j'ignore ce qu'il se passe. On va attendre. Ah voilà, je t'avais perdu. Voilà, je suis désolée, ça a coupé. Ah oui, je t'avais perdu, c'est pas grave. Me revoilà. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour, bien expliqué la contraception, la liberté que ça procure, les bénéfices et les avantages des différents moyens de contraception, les effets secondaires qui ne sont pas si nombreux. Non. Alors, je voudrais terminer pour ceux qui veulent vraiment en savoir davantage parce qu'on n'a pas pu tout dire. On peut aller sur le site soit de la Fédération nationale des collèges, donc c'est FNCGM, FNCGM, ou le site du CNJOF, CNGOF, et on peut trouver « Faut-il avoir peur de la pilule ?» C'est un texte qu'on a fait justement pour parler de toutes ces idées reçues et pour rassurer sur la prise d'une contraception hormonale. Donc, c'est accessible à toutes les femmes. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Ah, on va le mettre en lien sur notre site. Voilà, c'est « Faut-il avoir peur de la pilule ?» D'accord, bah c'est très bien. Et là, bien. on a toutes les références bibliographiques pour répondre à toutes ces idées reçues. D'accord. Et pour rassurer, surtout rassurer. C'est sur l'avantage que nous procure la contraception. Tout à fait. Et le plaisir que ça peut nous apporter. Ah oui, juste un tout petit mot. Oui. Libido et pilule. Ah là, libido et pilule. Alors aujourd'hui, la pilule est responsable de tous les maux. Et comme on parle beaucoup de sexualité désormais, elle est responsable de baisse de libido. Alors qu'a priori, son but, c'était quand même de faciliter la sexualité. Et je dois avouer que toutes les femmes qui prenaient la pilule il y a 30 ou 40 ans, elles me disaient que ça les libérait. Et que justement, elles avaient une sexualité beaucoup plus épanouie puisqu'elles n'avaient plus le risque de la mise en route d'une grossesse non désirée. Donc, je crois que c'est un petit peu sociétal tout ça. Aujourd'hui, il faut bien trouver un responsable de son manque de libido. On parle, à mon sens, trop de libido. On parle de libido tout le temps. Et puis, je crois qu'il y a aussi, là, en tout cas en ce moment, on a des gros problèmes de libido, mais on a beaucoup de troubles de l'humeur et de syndromes dépressifs qui sont apparus, et notamment chez les jeunes, cette dernière année avec le Covid et le mode de vie qui a changé. Donc, avant de parler de problèmes de libido du fait de la pilule, je ne le rejette pas totalement,
J'ai vu des femmes qui avaient une libido qui était altérée avec une contraception hormonale, mais je les compte sur les doigts d'une main. Donc, c'est pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même très rare. La libido, c'est loin d'être qu'hormonal, heureusement. La libido, c'est plus compliqué que cela. Ah, j'ai encore été coupée. C'est multifactoriel et ça nécessite de détricoter énormément de choses. Donc, quand on a une consultation avec une jeune femme qui entre en disant « Écoutez, j'arrête votre pilule parce que j'ai plus de libido », je crois qu'il faut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour l'interroger, déjà voir s'il n'y a pas de médicaments associés, s'il n'y a pas une pathologie qui peut avoir un effet sur la libido, s'il n'y a pas un gros problème personnel, s'il n'y a pas un problème conjugal, relationnel, s'il n'y a pas un contexte familial, s'il n'y a pas eu, on n'en a pas parlé dans cette première consultation, mais d'antécédents de violence. Il faut toujours l'avoir à l'esprit, toujours. Donc, il y a énormément de causes qui peuvent être responsables de baisse de libido. Après, si on a vraiment tout détricoté et qu'on se dit peut-être ça peut être ça, bien sûr, on peut arrêter une contraception hormonale et voir ce qui va se passer dans les 3-4 mois qui suivront, en sachant que si on arrête, ça veut dire qu'on est d'emblée dès l'arrêt fertile, parce qu'il y a des femmes qui pensent j'arrête, donc de toute façon ce cycle-là, je ne serai pas fertile. C'est faux, hein, vous savez qu'un oubli d'un comprimé peut être responsable d'un début de grossesse. Donc vraiment, l'efficacité de la pilule, c'est 24 heures par 24 heures. Donc quand on arrête une plaquette, on ovule très vite. Hein. Donc il faut utiliser à ce moment-là une autre contraception alternative, certainement le préservatif en l'utilisant systématiquement, en ne calculant pas en fonction des règles. Le préservatif, quand tu l'utilises, si on veut qu'il soit efficace, c'est tout le temps. On peut avoir une ovulation très précoce dans un cycle, on peut y avoir une ovulation tardive dans un cycle, donc on ne calcule pas. Et on voit si au bout de 3, 4, 5 mois, il y a vraiment une différence au niveau de la sexualité, on peut à ce moment-là se dire, bon, bah, c'est une contraception qu'il faudra changer. Mais le recul que j'ai me fait dire que j'ai peu de femmes qui ont eu une perte de libido du fait de la contraception hormonale. Très bien. Bon, bah, c'est bien qu'on en parle aussi. Oui, c'est important de le dire, je pense. Vraiment. Ouais. Merci de me l'avoir posé. Bon, bah, écoute, merci, un grand merci pour cette mise au point. La vidéo va être en ligne, donc tout le monde pourra la revoir. Et c'est formidable qu'on ait une experte comme toi pour nous faire une petite mise au point sur la contraception. Eh bien, merci de m'avoir proposé cette vidéo sur la contraception. Et puis, au plaisir. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Brigitte.